Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Cette année marque le 5e anniversaire de l'établissement par la Chine du Fonds d'assistance pour la coopération Sud-Sud et de l'Institution de la coopération Sud-Sud et du développement. Une institution qui vise à faciliter le partage des expériences entre les pays en voie de développement. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir 4 invités qui se sont inspirés de leur parcours en Chine, notamment au sein de cet institut, pour tenter d'élaborer un chemin propre à leur pays, chacun dans son domaine respectif. Quelles sont les expériences qui les ont le plus marquées? Quelle vision ont-ils pour leur propre pays et l'avenir de la coopération Sud-Sud? Nous allons en discuter avec eux tout de suite. Je vais commencer par les présenter. Je reçois par visioconférence depuis Bujumbura, au Burundi, M. Dieudonné Dabarushimana, ancien ambassadeur et représentant permanent du Burundi auprès de l'Union africaine et consultant indépendant et coordinateur du think tank African Global Development Analysis Perspective Initiative. Et depuis Antananarivo, à Madagascar, M. Hamelo Solfi Joly, ex-directeur général technique au sein du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène à Madagascar. Et depuis Dakar au Sénégal, je reçois M. Abdoulaye Ndiaye, agent décisionnaire en service à la direction de la protection civile au ministère de l'Intérieur au Sénégal. Et vous êtes aussi le point focal national pour le Sénégal du cadre de suivi de Sendai au sein du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Et finalement, depuis le Caire en Égypte, je reçois Dr Nancy Ahmed Mamdour Hussein Abdullarani, traductrice experte en français et chercheuse de commerce international pour le ministère du Commerce et d'Industrie égyptienne, consultant économique pour IFPRI. Bienvenue à tous les quatre. Merci. On voit que la coopération Sud-Sud a commencé dans les années 60 entre les pays en voie de développement, juste pour rechercher plus d'indépendance par rapport aux pays du Nord. Et aujourd'hui, quelles sont les nouvelles tendances de cette coopération? Je vais commencer par Monsieur Dieudonné. Vous avez un parcours diplomatique. Alors, quel est aujourd'hui votre point de vue sur cette problématique? Merci beaucoup. C'est un sujet qui nous tient à cœur ici en Afrique, la coopération Sud-Sud. Comme vous l'aviez dit, c'est une coopération qui a commencé depuis très longtemps, depuis la conférence de Bandung avec le mouvement des non-alignés. Et les pays africains venaient d'être indépendants, mais ils ont trouvé sur place un système qui n'est pas aussi équitable. Donc, ils ont voulu se serrer les coudes avec les autres pays du monde, du tiers-monde, notamment en Amérique latine, et pour pouvoir essayer d'arrondir les angles par rapport à un système qui était en place. Et ils ont pesé de tous les poids pour que la pauvreté soit identifiée comme un danger pour la paix et la sécurité internationale. Et il y a toute une gamme de coopération qui s'est établie, une gamme de décisions au niveau, on a déclaré la décennie 60 comme une décennie d'indépendance pour le développement de l'Afrique. Donc c'est toute cette solidarité qui a été enclenchée et qui a donné lieu à certains résultats, mais comme le système était tel qu'il est, parce que c'était un système conçu justement pour maintenir les pays africains dans le sous-développement, si je peux le dire ainsi, parce que la conclusion c'est que jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas les résultats concrets de cette coopération nord-sud qui a été établie, mais il a fallu justement cette coopération sud-sud pour pouvoir quand même bouger les lignes. On a vu que la coopération sud-sud, c'est une coopération de proximité, une coopération des gens, des communautés qui partagent quand même les mêmes défis. Et on a commencé à voir les résultats au concret. Et puis, bon, même à la Kinsey, dans la conférence nationale des Nations Unies pour le commerce et le développement, les pays membres de la coopération sud ont essayé de peser de tous les poids pour quand même créer un certain équilibre au niveau des échanges commerciaux. Et on a essayé de créer quand même des clauses de la nation la plus défavorisée parce qu'il ne suffisait pas d'être indépendant, mais aussi il fallait quand même avoir une certaine assise économique. Aujourd'hui, alors, quand on parle de la coopération sud-sud, ce n'est pas nous seuls en tant que diplomates qui apprécions cette coopération, même les populations de nos pays respectifs ont quand même appris à apprécier cette coopération parce que c'est une coopération qui a amené une plus-value, c'est-à-dire une certaine marge de comparaison par rapport à ce qui se passait avant.
nous avons été bercés par une coopération où on nous impose des choses, on nous impose des formules, on nous impose des schémas. Vous avez vu, et souvent ça a créé même des désastres. Nos frères africains savent ce que ça a créé au niveau, par exemple, du programme d'ajustement structurel, parce que c'était une coopération d'imposition où on nous donne des modèles, où on nous donne même des conditions. Donc c'était une coopération difficile et c'est pourquoi ça n'a pas donné beaucoup de résultats par rapport à l'Afrique. Plutôt, ça a créé même comment dire, des crises sociales au niveau de l'Afrique, notamment les programmes d'ajustement structurel. On a vu comment ça a créé la crise d'endettement, la crise de la dette. Donc, nous sommes, avec la coopération traditionnelle Nord-Sud, nous sommes dans la difficulté. Mais je pense que pour le moment, les pays africains peuvent faire un ouf de soulagement parce qu'avec la coopération Sud-Sud, on va sur le terrain, le développement des infrastructures, c'est concret, les échanges commerciaux, c'est concret. On voit quand même un certain respect, un certain dialogue, un dialogue de solidarité où chacun essaie de donner une coopération gagnant-gagnant. Et ce n'est pas une imposition, c'est vraiment dans le respect mutuel, c'est dans le respect de la souveraineté. Et c'est très important. C'est très important quand on vous donne la parole, vous vous exprimez et vous essayez d'ajuster les intérêts par rapport à d'autres. Et c'est ça la plus-value de cette coopération Sud-Sud. Toutes les populations d'Afrique, avec les infrastructures, les routes, les aéroports, on voit ce que ça donne comme résultat. C'est du concret. C'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis l'indépendance. Depuis que la coopération Nord-Sud existe, on n'a pas vu aussi des résultats concrets au niveau de l'agriculture, au niveau des infrastructures, au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles. On n'avait pas vu encore des résultats concrets. Il a fallu que cette coopération soit là pour quand même que les pays africains puissent dire, voilà, il y avait quelque chose quand même de différent. Il y a quand même quelque chose de différent. C'est pourquoi nous apprécions à juste valeur cette coopération. Et je pense que c'est une coopération qui va de l'avenir. C'est une coopération de l'avenir. C'est une coopération où on peut essayer d'améliorer pour pouvoir vraiment tirer profit au maximum de cette coopération. Et quel est votre point de vue, Solfi? Ok, merci madame de m'avoir la parole, surtout dans le cadre de coopération Sud-Sud. La coopération Sud-Sud est un cadre plus large de collaboration entre les pays. Quels sont les pays nouveaux acteurs dans la coopération Sud-Sud, comme Chine, Brésil, Vietnam, Corée du Sud, Turquie. Donc, tous les pays-là vont financer correctement les infrastructures dans les pays africains. Les problèmes, si la traditionnelle coopération, c'est toujours l'heure qui va gérer les projets. En fait, la coopération scientifique qui favorise, qui s'améliore l'aptitude du pays. Donc, chaque pays africain, par exemple Madagascar, donc il y a des stratégies nationales. Donc, les coopérations scientifiques, ce n'est pas changer les stratégies nationales. Il faut intégrer dans le projet, dans les documents de stratégie de ces pays bénéficier de coopération sud-sud. Coopération sud-sud, il faut favoriser l'autonomie des pays bénéficiaires de cette aide. Alors vous avez mentionné le financement qui est un point essentiel, bien sûr, dans toutes les coopérations, en fait. Et Abdoulaye, quel est votre point de vue sur cette question? Merci beaucoup de me donner la parole aussi. Je salue aussi les bels éclaircissements de mes prédécesseurs, à savoir l'ambassadeur et mon collègue Solfi. Bon, pour répondre à cette question, permettez-moi de faire un certain nombre de remarques quand même. Parce qu'il faut d'abord faire observer que l'expression « pays du Sud » est peu précise et non pertinente sur le plan géographique. En effet, ce concept peut laisser penser qu'il regroupe des États situés géographiquement au sud, alors qu'il n'en est rien. Certes, il faut s'empresser de préciser que ces pays sont majoritairement situés dans la partie sud du continent, et il reste que ce concept de pays sud, de nos jours, désigne tout simplement les pays les moins avancés. Ensuite, je tiens à préciser au contraire à ce que l'on pourrait penser de la coopération
entre les pays sud-sud ne signifie nullement une coopération entre des États à faible revenu, mais plutôt des relations liant des pays à revenus peu élevés à des nations dites émergentes. Par exemple, je peux citer par exemple la Chine. Et par ces dernières, il faut comprendre que des pays qui, bien n'ayant un PIB inférieur aux pays développés, disposent tout de même des taux de croissance économique conséquents. Ces précisions faites, je dois dire que relativement aux nouvelles tendances, on assiste aujourd'hui à une solidarité entre les pays du Sud, se traduisant à la recherche d'une autonomie de nature à garantir l'accélération des progrès vers la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Autre observation que je peux faire sur cette question est que cette orientation des pays vers la mise en relation des partenaires dans tous les secteurs permet de faire face aux difficultés rencontrées. Par exemple, la réaction des pays, des États face à la COVID-19 est là pour en témoigner quand même. Toutefois, l'efficacité de cette coopération reste contestée quand même. Certes, certains pays ont connu une réduction de pauvreté, mais cette réduction est davantage due au dynamisme de l'Asie. C'est-à-dire l'Afrique ne suit pas encore ce dynamisme. C'est-à-dire que la pauvreté gangrène toujours en Afrique. Donc il faut que les pays africains tirent vers l'avant pour rattraper les autres pays, à savoir la Chine, Corée du Sud, etc. En tout état de cause, la coopération tend à reconnaître et répondre aux problèmes et aux exigences des pays les moins avancés, gravement touchés par la pauvreté, des catastrophes naturelles et autres crises. Vous avez bien mentionné la solidarité et l'autonomie. Et quelle est votre observation, Dr Nancy? Pour répondre à cette question concernant les nouvelles tendances, on doit mentionner le rôle de la coopération sud. Je crois que la coopération sud-sud a un rôle primordial actuellement, spécialement avec la vision des Nations Unies 2030, qui, dans le cadre de faire une sorte de solidarité entre les pays qui sont en voie de développement et les pays émergents. Donc, quelles sont les nouvelles tendances? On pourrait mentionner l'importance de la technologie pour le développement, l'éducation, l'enseignement hybride hors ligne et en ligne. Par exemple, l'institut où nous avons fait nos études en Chine était un exemplaire de cette nouvelle tendance de coopération entre les pays sud-sud. Donc, on pourrait bien partager des idées et apprendre ce que nous sommes en lacune. Par exemple, aucun pays n'a quelque chose à donner, mais l'essentiel, c'est de faire une sorte de coopération sur une mise en place sur un plan qu'on pourrait partager ensemble. En fait, justement, vous avez parlé de cet institut qui vise à vraiment, comme vous avez dit, le partage de l'expérience que donner une leçon. Donc, vous avez tous fait un peu de votre parcours scolaire dans cet institut. Alors, quelles sont les expériences en Chine qui vous ont le plus inspiré, Monsieur Dieudonné? Oui, merci beaucoup. Donc, d'abord, on voudrait remercier les autorités chinoises, à commencer par son Excellence Président Xi Jinping, qui a eu l'idée de créer cet institut. Et c'est un institut qui a été créé dans le sens dans le sens de la coopération sud-sud pour essayer de développer des mécanismes d'échange
entre les pays du tiers-monde, les pays du Sud. Et je suis d'accord avec mon frère qui a épilogué un peu sur la disparité entre la coopération Sud-Sud, entre les pays du Sud. Les pays du Sud, c'est un ensemble où les niveaux de développement ne sont pas les mêmes. L'expérience à l'ISCAD, comment dire, l'ISCAD, c'est un temple de savoir pratique, où on échange sur nos situations respectives, où on nous parle de l'expérience de la Chine. Et quand on voit l'expérience de la Chine, c'est une mine d'inspiration. La Chine, avec ses 40 ans de réforme, et même plus de 40 ans, la Chine a montré que tout le monde peut essayer de faire quelque chose en matière de développement. Nous avons appris avec l'ISCAD comment la Chine a développé la réforme, par exemple, dans le milieu rural. Les réformes dans le milieu rural, nous aussi, on peut le faire. On peut le faire ici, sur le continent. On peut réformer nos milieux ruraux, comment faire de nos villages des entités de production, de mobiliser les forces vives de la nation pour une production efficace. Je pense que ça, c'est une expérience qui a été marquée la Chine, par exemple, avec les industries, les entreprises au niveau des villages. Ça a donné des résultats, ce que ça a donné. Et puis aussi, toutes les réformes administratives, toutes les réformes au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'agriculture, tout ça, ce sont des références pour le continent africain. Parce que le continent africain, je parle de mon pays en particulier, c'est un pays qui vit essentiellement de l'agriculture. Alors, en s'inspirant du modèle chinois, en essayant de copier ce qui est important. Parce que aujourd'hui, par exemple, on peut regarder la Chine en disant « Oh, vraiment, c'est extraordinaire, tout le monde, il faut qu'on le fasse ». Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, d'essayer de faire de tirer les leçons étape par étape. Parce que ce que la Chine a fait en 40 ans de réforme, ce n'est pas tout pays africain qui peut y aller et dire voilà, moi aussi je vais le faire en quelques années. Il faut dégager les priorités. Par exemple, ici, en Afrique, ici dans mon pays en particulier, l'agriculture c'est une priorité. L'industrialisation, la transformation de l'agriculture c'est une priorité. Ça, on peut s'inspirer de la Chine. Tout ça, à l'ISCAD, on nous a montré les expériences de la Chine. On a fait des visites sur terrain. On a vu comment on essaie de mobiliser toutes les couches de la population, l'administration et les communautés au service du développement d'un pays. Et c'est ça même qui a fait les miracles. Vous avez vu, et tout le monde le dit et ça se dit, la Chine a pu tirer 800 millions d'habitants dans la pauvreté. Aujourd'hui, la Chine, c'est un pays où on ne parle pas de la pauvreté. Ce n'était pas le cas avant, dans les années 1970, par exemple. Mais aujourd'hui, la Chine peut être fière d'avoir tiré 800 millions d'habitants dans la pauvreté. Donc, ça, c'est très important. Alors, nous aussi, nos pays peuvent s'inspirer des modèles chinois au niveau des réformes, au niveau de l'agriculture, au niveau de la petite industrie. Et ça commence comme ça commence par la transformation de nos produits, ça commence par les échanges entre nos pays. Et je pense que ce sont des expériences qui peuvent donner quand même une inspiration pour le continent. Et je pense qu'en ce qui me concerne, par exemple, dans mon pays, moi, je suis en train de suggérer aux plus hautes autorités ce qu'on appelle la transformation structurelle de l'économie, notamment par la mise en place des parcs industriels. L'industrie aujourd'hui, c'est très important en Afrique parce que c'est aussi une source d'emploi pour la jeunesse. Et c'est ça même qui peut créer même les revenus intermédiaires. Et je pense que nous avons été beaucoup inspirés par la Chine et on essaie, étape par étape, de suggérer quelque chose à nos autorités pour voir dans quelle mesure on peut enclencher un petit changement au niveau de la structure économique de nos pays. Et quelles sont les expériences qui vous ont plus marqué et est-ce que à la suite de votre parcours en Chine, vous avez une nouvelle idée, une nouvelle vision de développement pour votre propre pays? Bon, c'est une question très pertinente, Nancy. Bon, tout d'abord, je sais que Monsieur l'ambassadeur Dieudonné a expliqué un certain nombre de points. Maintenant, peut-être je vais aborder dans d'autres sens. Bon, tout d'abord, je tiens à souligner que l'administration d'ISCAD a très bien conçu le programme en le structurant en 3 parties, c'est-à-dire des cours,
des séminaires et conférences et des voyages d'études qui sont aussi très très fructueux. Dans des voyages d'études dans d'autres villes ou bien provinces de la Chine. Maintenant, ceci nous renvoie à l'assertion d'Albert Einstein, selon laquelle il dit que la théorie, c'est quand on sait tout, mais rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Et la pratique, c'est quand tout fonctionne et on ne sait rien. Donc il faut allier les deux pour que les choses marchent. Voilà, je trouve que le programme, la façon dont le programme a été élaboré nous a permis d'apprécier à sa juste valeur les fondements micro et macro de la croissance économique chinoise. Dans ce même ordre d'idées, en faisant un lien dans le rôle de l'État, si on suit bien Adam Smith, nous étions venus en Chine pour étudier, ou bien même, je vais dire, pour renseigner sur la nature et les causes de cette croissance que nous parlons. Et effectivement, nous avions été bien outillés pour démarrer nos économies, pour la création rapide de richesses en anticipant ou bien en s'appuyant sur ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Pour ce concept d'Adam Smith, il s'agit de comprendre le rôle des mesures incitatives pour motiver les micro-agents ou bien microfinances à faciliter la croissance. Il est donc essentiel pour nous de visiter plusieurs régions, comme l'a souligné tout à l'heure Solfi. Nous avons visité plusieurs régions de la Chine, ou bien provinces, comme vous le dites, de la Chine, pour saisir ce concept que nous avons appris dans les salles, d'où notre visite aussi à Hangzhou. Bon, si ma mémoire est bonne, ne me joue pas des tours, à Hangzhou, Shaogan Village, Shenzhen, Shanghai, Pinyu County. À la lumière de ce qui précède, je trouve que le Sénégal, mon pays, le Sénégal, est sur la bonne voie avec le plan Sénégal émergent, qui est son document de politique générale sur le plan économique, social, etc. Moi-même, j'ai été agréablement surpris quand lors de notre cours, quand professeur Justin Lee, que je salue au passage, professeur Justin Lee et professeur Fu Ju et toute l'administration de l'USCAD que je salue au passage. Si je reviens au professeur Justin Lee, il avait donné même un exemple pendant un de nos cours, le plan Sénégal émergent, le PSE. J'ai été vraiment agréablement surpris quand j'ai entendu un éminent, un intellectuel chevronné parler de ce plan. Parce que tout à l'heure, M. Dieudonné a parlé des parcs industriels. Au Sénégal, nous avons créé une nouvelle ville, à savoir Diamniadio. Là-bas, on a des parcs industriels. Et tout comme le modèle chinois, à Shenzhen, qui fut un village de pêcheurs, nous, comme Diamniadio, nous avons créé notre zone économique spéciale, comme Shenzhen, Special Economic Zone. En définitive, comme la Chine, c'est ce que je viens de parler, comme la Chine, nous avons créé la nouvelle ville de Diamniadio, qui est aussi une zone économique sociale. Tout en sachant que nous ne faisons pas du copier-coller. Nous, on l'adapte selon nos réalités. Oui. Voilà, oui. Merci beaucoup. Alors, Dr Nancy, quel genre d'expérience avez-vous tiré de votre parcours en Chine, surtout pendant toutes ces expériences, et est-ce que vous avez des nouvelles réflexions sur votre propre pays?
Ah oui, bien sûr, c'était une expérience enrichissante pour moi. Je viens de finir mon doctorat qui porte sur le développement des zones agglomération industrielle et j'ai pris l'exemple du cuir en Égypte. Tout d'abord, ce qui m'a inspiré en ISCAD et en Chine, c'est la façon de donner l'éducation par une combinaison entre la théorie et la pratique, comme mon collègue Abdullah m'a déjà mentionné. Donc, c'est pas facile d'étudier la théorie seulement, c'est aussi la pratique qui constitue l'expérience. Donc, la Chine, dès 1978, a pratiqué une nouvelle, je crois, une nouvelle expérience. C'est l'originalité de l'expérience chinoise à avoir un double chemin entre le libéralisme et la planification. Donc, la Chine a réussi à sa propre voie de doubler son PIB par 20%, je crois, pendant 40 ans. Donc, c'est une expérience unique. On ne peut pas copier l'expérience, mais on peut tirer les leçons. C'est ce que je fais durant les 3 ans des années que j'ai passées en Chine et en cours de ma thèse. Donc, j'ai pris je sais pas c'est beaucoup de leçons. Par exemple, l'expérience de développement dans la partie de zone économique spéciale et comment on donne c'est-à-dire quelques données pour ces zones pour se développer et en prendre en considération le côté social et culturel. Donc, il y a les petits ateliers avec les dortoirs. Donc, j'étais très inspirée de voir des femmes qui travaillent dans des zones économiques et en tout cas, il y a le dortoir, ces enfants dans- comme un jardin d'enfants. Donc, les Chinois ont pris en considération le côté social et culturel. Donc, j'étais ravie de passer ce temps-là en Chine. J'ai beaucoup, c'est-à-dire, j'ai appris beaucoup d'expériences. Je viens de l'appliquer et implémenter lorsque j'ai retourné en Égypte et au cours de mon travail au ministère du Commerce et de l'Industrie. Merci. Pour ce genre de coopération, quels sont les défis à l'avenir? La coopération sud-sud, c'est quand même un terme plus ou moins équilibré qui signifie que nous essayons de traiter d'égal à égal et dans le respect mutuel. Je pense que c'est une bonne terminologie. Alors, quels sont les défis? Les défis, il y en a, c'est par rapport à l'histoire. C'est un dialogue et une nouvelle conférence. Donc, on doit avoir un vrai image, le média qui présente une formulaire concrète à propos de ce qui se passe réellement. Le problème, c'est la monopolisation des Occidentaux. Donc, là, si on avance la coopération sud-sud, il faut bousculer les acteurs traditionnels. Vers le progrès technologique et aussi les inégalités sociales. Ça c'est aussi un défi à relever.